Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du 7-8 l'hebdo, l'émission pour faire le point sur l'actualité de la semaine dans le département. Au sommaire de cette édition, la finale de la 3e édition du concours robotique à l'Estaca. 300 collégiens yvelinois ont participé à ce challenge. Le principe, construire un robot durant l'année scolaire. La remise des prix à suivre dans cette édition. À quelques jours du baccalauréat, nous recevons Delphine Romani. Elle est professeure d'anglais et représentante SNES FSU des Yvelines. Révision, gestion de la dernière semaine, elle vous donnera des conseils pour se préparer à l'examen. Nous évoquerons aussi la réforme du bac et la plateforme Parcoursup. Enfin, dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur la visite du ministre de l'Éducation nationale à Versailles. Retour aussi sur la pétition lancée par les élus de La Verrière sur la rénovation de la gare et sur le salon santé-bien-être de Saint-Quentin en Yvelines. Avant de développer ces titres, cette information pourrait vous intéresser. N'oubliez pas de faire le plein d'essence dans votre véhicule. Les agriculteurs ont prévu de bloquer 13 raffineries et dépôts de carburant à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs à partir de dimanche soir. Le site de Coignères est concerné par ce blocage. Une mobilisation pour protester contre la politique agricole du gouvernement et la signature des accords de libre-échange. Autre mobilisation et vos boîtes aux lettres resteront vides à partir du jeudi 14 juin. La fédération CGT des facteurs appelle à une grève illimitée dans les Yvelines. Ils protestent contre la réorganisation de leurs conditions de travail, une modification qui pourrait notamment entraîner des suppressions de postes ou de tournées selon le syndicat. Les facteurs avaient déjà organisé une journée de mobilisation le 29 mai dernier. À la une de l'actualité, 300 collégiens des Yvelines ont appris à modéliser, créer et programmer un robot en l'espace de 9 mois. Ils participaient ce vendredi à la finale du challenge robotique. Devant un jury, les classes retenues ont présenté leur projet et réalisé une démonstration sur un parcours. L'école d'ingénieurs l'Estaca à Montigny-le-Bretonneux accueillait cet événement. Un reportage de Nicolas Kirilovitz. À seulement 15 ans, Arthur est déjà un chef de projet qui n'hésite pas à prendre la parole pour défendre son travail. Puis, tous les groupes qui ne participaient pas à la finale nous ont gentiment prêté leurs éléments du décor. Avec ses camarades de 3e B, il présente le robot qu'il élabore depuis plusieurs mois. Sa classe participe cette année au Challenge Robotique, un concours départemental dédié à la programmation. Alors, vous voyez peut-être sur le parcours qu'au niveau des intersections... Évidemment, on rentre sur quelque chose qui est relativement simplifié par rapport aux enjeux de la robotique. Mais je pense que l'idée, c'est aussi d'inspirer ces élèves-là, peut-être piquer leur curiosité et si c'est un sujet qui leur plaît, qu'ils puissent approfondir, mieux comprendre. Thématique de cette 3e édition, la sylviculture. Les élèves devaient créer un robot capable de reconnaître et planter des arbres sur un circuit uniquement créé pour l'occasion. Il faut savoir que mes élèves sont venus travailler sur le projet à peu près 3 heures par semaine sur leur temps libre, c'est-à-dire après le repas, entre 13h et 14h. 3 fois par semaine. Cette semaine encore, certains élèves sont venus à la fin de les cours ou le mercredi après-midi pour finaliser les derniers détails. Travailler en équipe ou développer les connaissances des élèves en informatique, le concours avait surtout une visée pédagogique. Certaines vocations se sont aussi révélées. Moi, j'aimerais bien en faire mon métier plus tard, peut-être. Et toi, pourquoi ça t'a plu et pourquoi? C'était sympa la programmation. Je pense que je vais m'orienter par là dans l'avenir, donc ça permet de découvrir aussi un petit peu. Pour la première fois cette année, des élèves en situation de handicap ont participé au challenge robotique. Fort de son succès, une 4e édition sera programmée. C'est la dernière ligne droite pour les révisions du baccalauréat. Près de 19 lycéens yvelinois vont commencer les épreuves le 18 juin prochain. Et pour parler de ce sujet, nous accueillons Delphine Romani. Vous êtes professeure d'anglais au lycée Léonard de Vinci à Saint-Germain-en-Laye et vous êtes aussi co-secrétaire départementale du SNES FSU 78. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le SNES FSU, je rappelle, c'est le syndicat national des enseignants de second degré, collège et lycée. Le second degré, c'est les collèges et les lycées. Alors, comment les élèves vont se préparer pour cette dernière semaine? Qu'est-ce que vous conseillez de faire?
Alors c'est très variable suivant les établissements. Il y a encore des établissements qui font cours, donc je leur conseille évidemment d'aller en classe jusqu'au bout et de profiter de la présence de leurs enseignants pour réviser. Et puis pour les lycéens qui n'ont plus cours et donc qui restent à la maison, qui font leur révision tout seuls, une bonne manière d'organiser ces révisions, c'est de faire un planning sur la semaine par demi-journée et de réviser chaque matière un petit peu chaque matin ou chaque après-midi. Alors vous le dites, il y en a qui font des plannings, c'est un peu chacun sa méthode. Il y en a qui révisent à partir des cours directement, il y en a certains qui ont fait des fiches pendant toute l'année. Réviser en groupe ou en seul, au CDI ou chez soi, c'est quoi la meilleure manière en fait? Alors il n'y a pas de meilleure manière, hein, vous l'avez dit un petit peu dans votre question, évidemment, ça dépend à la fois de la personnalité de l'élève mais aussi de la discipline qu'il va réviser. Le conseil par contre que je donnerais moi, c'est que là maintenant ce n'est pas le moment d'acquérir des choses nouvelles. S'ils ont travaillé toute l'année, s'ils ont été réguliers, c'est le moment de reprendre leurs cours, de relire les fiches qu'ils ont fait tout au long de l'année, éventuellement de travailler à plusieurs s'ils ont un petit groupe d'élèves avec certains élèves qui ont des forces et d'autres ont des faiblesses et qui peuvent s'entraider, et de faire tout ça calmement, de garder un rythme de vie régulier et de ne pas se fatiguer la dernière semaine avant l'examen. Alors je rappelle que vous êtes professeur d'anglais donc, dans ce lycée Léonard de Vinci à Saint-Germain-en-Laye. C'est quoi l'épreuve d'anglais? En quoi consiste-t-elle lors du bac? Alors, vaste question. Les élèves ont déjà passé plusieurs épreuves orales qu'on appelle maintenant en cours d'année. Et il leur reste maintenant une épreuve écrite qui consiste pour toutes les séries en un texte avec des questions auxquelles ils doivent répondre et qui portent sur le texte. Donc, c'est de la compréhension de texte. Et puis, une expression écrite dont la longueur peut varier selon les séries. Alors, quelles sont les difficultés dans cette épreuve qu'il faut surmonter ? Quels conseils vous pourriez donner dans cette matière notamment? Alors, bien lire la consigne. Très souvent, les élèves perdent des points parce qu'ils ont mal lu la consigne. Bien relire le texte plusieurs fois. Absolument appuyer ses réponses sur le texte. Ne pas extrapoler puisque c'est de la compréhension de texte. On ne leur demande pas leur avis, mais d'avoir bien compris le texte. De bien gérer son temps, bien sûr. De garder à peu près la moitié du temps pour l'expression écrite. L'expression écrite, c'est là où on peut s'exprimer, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Il s'agit d'expression personnelle. Ça peut être plutôt un sujet d'imagination ou plutôt un sujet un petit peu argumentatif. Voilà, ça dépend des séries et puis du thème du texte. En général, l'expression écrite est en lien avec le texte. Alors, l'épreuve d'anglais aura lieu le mercredi pour ceux qui ont choisi anglais LV1. Langue vivante première, et puis après donc la LV2 c'est sur les jours qui restent. Il y a la philosophie le lundi, l'histoire-géographie le mardi, ça c'est pour le bac général. D'autres matières viennent après en fonction des filières qu'on a choisies. Au total, c'est plus de 20 heures d'épreuve. Est-ce que c'est pas trop pour des élèves, des lycéens, en une semaine ? Alors, c'est beaucoup, c'est vrai, mais c'est un petit peu aussi le jeu de l'examen, c'est-à-dire que c'est un petit peu une épreuve sportive aussi, hein. Il faut s'entraîner à pouvoir enchaîner les épreuves et à montrer qu'on est capable de maîtriser beaucoup de disciplines et des programmes qui sont lourds. Je crois que ça fait partie du jeu de l'examen et que c'est une bonne chose, c'est une bonne expérience aussi pour les jeunes. Alors, un conseil aussi qu'on peut donner, est-ce que vous conseillez de réviser pendant la semaine de l'examen ou est-ce que justement on doit se reposer et se détendre entre les épreuves ? Alors, j'éviterai absolument à tout prix les révisions de dernière minute. Moi, ce que je conseille aux élèves, à la fois pendant les révisions et pendant la période d'examen, c'est d'avoir un rythme de vie régulier, bien manger, bien dormir, hein, comme des sportifs, avoir éventuellement une petite activité sportive, mais pas trop fatigante, pour se relaxer et penser à autre chose. Et si éventuellement ça les rassure de faire quelque chose, relire tranquillement des choses qui sont déjà maîtrisées, tranquillement dans un canapé ou même sur son lit. Mais surtout ne pas ajouter de stress supplémentaire la veille d'un examen. Je reviens sur cette semaine d'examen très rythmée, très intense. L'édition 2021 du baccalauréat, donc c'est la réforme qui est prévue par le gouvernement, ce serait 40% de notation en contrôle continu à partir des résultats de première et de terminale, puis 60% à partir d'un examen qui comprendrait 4 épreuves. Est-ce que ça ne permettrait pas justement d'alléger ce rythme et d'alléger l'épreuve finale du baccalauréat ? Alors en fait, nous, vous le savez sans doute, au SNES-FSU, on est très critique vis-à-vis de cette réforme parce qu'en réalité, le ministère communique sur le nombre d'épreuves qui doit diminuer, alors qu'en réalité, elles vont se multiplier puisque les élèves vont être évalués en permanence, en première et en terminale. Donc on aboutit finalement à plus d'une vingtaine d'épreuves, alors qu'actuellement, il y en a un peu moins d'une dizaine. Autre sujet sur lequel vous êtes mobilisé, c'est avec les étudiants notamment, c'est la contestation sur la plateforme d'orientation Parcoursup. Alors au niveau national, 615 000 élèves ont reçu au moins une proposition de formation actuellement.
en études supérieures, ça représente 76% des élèves, un taux inférieur aux 80% de lycéens l'an dernier avec la plateforme APB, admission post-bac. Quelle est la situation dans les Yvelines par rapport à cette plateforme Parcoursup? Quelle est-elle et dans quel lycée? Est-ce que vous avez des exemples de lycées dans les Yvelines? Oui, alors je vais répondre à votre question, mais auparavant un petit préambule. Nous, le ministère communique sur le nombre d'élèves qui ont au moins une proposition, mais il faut être très prudent avec ces chiffres parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que les candidats ont une proposition que cette proposition leur convient, puisque ça peut être leur dernier vœu sur la liste qu'ils ont fait par sécurité. Et par contre, il y a beaucoup d'élèves qui ont des propositions, mais en effet qui ne conviennent pas à ce qu'ils souhaitent réellement. Par exemple, si on prend le cas du lycée de la Plaine de Nauf-la-Trappe, on voit que par exemple en terminale L, environ 50% des élèves ont accepté une proposition et les 50% restants n'ont pas accepté de proposition. Ça veut dire soit qu'ils sont en attente sur un vœu qu'ils souhaitent vraiment, soit qu'ils ont été refusés partout, ce qui est le cas par exemple pour la terminale L de 25% de la classe. Ils ont des propositions quand même. Voilà, ils ont des propositions, mais s'ils ne les ont pas acceptées, ça veut dire qu'ils attendent, en fait, qu'ils sont sur liste d'attente pour une autre formation qu'ils préfèrent, et donc c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas les propositions qu'ils leur ont faites, parce qu'ils attendent d'aller vers quelque chose qui leur plaît plus. Vous avez une autre situation que vous souhaitiez comparer, notamment avec un autre lycée? Oui, alors tout à fait. C'est intéressant parce que si on compare les chiffres avec ceux du lycée Hoche à Versailles, 94,8% des élèves ont au moins une proposition. Et 21% sont en attente. Donc on voit ici qu'il y a une forte disparité entre les chiffres, puisque les élèves du lycée Hoche semblent avoir mieux passé l'épreuve de Parcoursup, si j'ose dire. Et donc ce qu'on voit par là, c'est qu'en réalité, le lycée d'origine a un fort pouvoir discriminant dans la sélection au moment de Parcoursup. Les professeurs vous le confirment, que ce phénomène que vous évoquez? Oui, alors on a des exemples qui sont d'autres départements où par exemple une élève de terminale S qui a 18 de moyenne générale et qui n'est pas prise sur ses premiers vœux. Alors Delphine Romani, restez avec nous, on passe au résumé de l'actualité de la semaine. Ils rentreront au collège à la rentrée prochaine, mais pour le moment, ils ont de la lecture pour les vacances. 450 élèves franciliens de CM2 ont reçu un exemplaire des Fables de La Fontaine, un cadeau remis par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer mardi dernier à l'orangerie du Château de Versailles. Un reportage de Camille Lambert. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Jean de La Fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est en tout cas ce que montre Le Loup et l'Agneau, écrit en 1668 par Jean de La Fontaine. À l'orangerie du Château de Versailles, 450 élèves de CM2 étaient réunis pour recevoir un exemplaire de ces fables, une initiative menée par le ministère de l'Éducation nationale. Les Fables de La Fontaine ont quelque chose d'éternel. D'abord, elles fonctionnent à tous les âges, c'est-à-dire ça plaît aux enfants, aux adolescents, aux adultes. Et puis, elles nous disent quelque chose d'éternel, puisqu'il y a toujours une morale des Fables de La Fontaine. Et puis, il y a une forme des Fables de La Fontaine qui tout simplement nous mène au beau. C'est l'école du bien, du vrai, du beau. Ce sont les trois notions qui sont derrière toutes les transmissions de savoir et toutes les transmissions de valeurs. Et donc La Fontaine fait partie de ces écrivains qui, d'une certaine façon, rassemblent tout cela. Un recueil enrichi par les dessins de l'illustrateur Johann Sfar, auteur du Chat du rabbin. L'objectif, donner goût à la lecture. L'idée, c'est d'offrir un livre illustré pour amener peut-être une petite habitude qui est, à mon avis, ni scolaire ni éducative, qui est un moment de liberté où on s'approprie un texte. Alors les Fables de La Fontaine, ça me semble essentiel parce que ce sont de petites chansons, elles sont très ironiques, elles ont un aspect, oui, un petit peu provoquant. On est là, ça peut critiquer ou le pouvoir, ou la famille, ou les proches. Enfin, c'est fait pour se moquer de ce qui nous entoure et voir les travers des uns et des autres. J'aime bien les dessins, c'est émouvant. Il est bien et les dessins ils sont beaux. Ça raconte une belle histoire et moi j'aime bien. Lancé en 2017, un livre pour les vacances a permis cette année à 800 000 élèves de CM2 de toute la France d'obtenir leur ouvrage. Une opération qui sera renouvelée tous les ans avec un dessinateur différent. Pour refermer cette page éducation, les professeurs et les élèves du lycée des 7 Mars de Morpas ont protesté ce mardi devant l'établissement. Ils se mobilisent contre la suppression de l'option sport à la rentrée 2019. Une mesure décidée par l'Éducation nationale. Elle concerne 120 lycées en France, dont 3 dans l'Académie de Versailles. Un reportage de Michael Elmidoro.
Ces professeurs d'EPS du lycée des 7 Mars jouent peut-être le match le plus important de leur carrière. Brassard noir autour du bras, ils ont organisé ce mardi 5 juin une veillée funèbre. Objectif, protester contre la suppression de l'option sport dans leur établissement à la rentrée 2019 voulue par l'éducation nationale. On ne pouvait pas se permettre de rien faire parce qu'on pense à nos élèves, on pense aussi à notre équipe de direction qui nous a toujours soutenus au niveau du projet d'établissement. On pense à tous les parents qui sont aussi investis. La spécialité instaurée depuis 1999 par l'établissement permet aux élèves d'ajouter 5 heures de sport en plus par semaine en seconde et 4 en première et en terminale. Cette année, près d'une centaine d'élèves ont choisi cette option. Donc un vrai gâchis parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient mesuré un petit peu la perte et l'expérience que ça peut apporter aussi bien pour accéder à une filière STAPS pour les élèves qui sortent avec le bac ou simplement pour leur épanouissement personnel, un enrichissement pour le bac, pour les points que ça peut apporter au bac. D'autres actions pourraient être menées dans les prochaines semaines. Le match n'est peut-être pas encore terminé. Delphine Romani, on voit vos collègues professeurs d'EPS réagir par rapport à cette suppression. Quel retour vous avez au niveau global? Parce que là, c'est vraiment concentré sur le lycée des 7 Mars, mais globalement, dans les Yvelines, quel retour vous avez de vos collègues? Alors sur les Yvelines, je n'ai pas de chiffres. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au niveau national, c'est 120 établissements qui ont cette option EPS. Donc ça veut dire qu'à l'échelle de la France, c'est une option qui est relativement rare, donc qui ne coûte pas si cher que ça à l'échelle du budget de l'éducation nationale et qui pourtant est menacée. Alors l'autre sujet aussi qui a fait un peu, on en a parlé cette semaine, c'est le vote à l'Assemblée nationale de l'interdiction des portables dans les écoles et les collèges. Alors les collèges, c'est le secondaire, vous êtes représentante de la SNES, donc qui ça concerne le second degré. Votre position sur ce point ? Alors, je dirais que c'est un petit peu un effet d'annonce médiatique parce qu'en réalité, les téléphones portables sont déjà interdits dans la plupart des établissements. On a un ministre qui maîtrise parfaitement toutes les arcanes de la communication médiatique. Et nous, ce qu'on pense surtout, c'est que c'est un petit peu de la poudre aux yeux et que pendant qu'on parle de l'usage des téléphones portables, on ne parle pas de ce qu'il faudrait faire vraiment, c'est-à-dire une véritable éducation aux médias qui permette aux jeunes d'être armés face à tous les problèmes d'addiction qu'ils peuvent avoir, mais aussi ce dont on ne parle pas et qui est beaucoup plus préoccupant, c'est toutes les difficultés auxquelles se confrontent nos collègues de collège au quotidien dans l'exercice de leur métier. Delphine Romani, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Donc, je le rappelle, vous êtes professeur d'anglais au lycée Léonard de Vinci à Saint-Germain-en-Laye et vous êtes co-secrétaire départemental du SNES FSU 78. Merci à vous et bon week-end. Merci, bon week-end à vous. Une page économie, le réseau Entreprendre Yvelines a récompensé 16 nouveaux entrepreneurs. C'était mardi au Palais des Congrès de Versailles. Des créations de projets à des reprises d'entreprises, tous ont permis de créer ou de maintenir des emplois sur le territoire. Camille Lambert s'est rendue à cette cérémonie pour découvrir les lauréats. Vous pouvez changer le monde en changeant de boulangerie. Cette phrase, c'est la devise de Thomas Journel qui lui a valu la création de sa boulangerie à Versailles en septembre 2017. Du pain bio, mais aussi un lieu de partage avec des cours de yoga et des expositions culturelles. Un lieu ouvert, un lieu international, un lieu polyvalent, un lieu où on fait des rencontres, où on peut se retrouver à n'importe quelle heure avec des activités adaptées par rapport à ce qu'on vient chercher. Donc le matin, il y a un petit déj, le midi, il y a un plat du jour, le soir, on peut boire un verre. Un concept qui a séduit le réseau Entreprendre Yvelines. Thomas Journel fait partie des nouveaux entrepreneurs de la promotion 2017. Les 16 lauréats ont été récompensés par l'association au Palais des Congrès de Versailles. Il y a une aide financière. Nos lauréats perçoivent environ 30-40 000 euros d'aide financière qui vont surtout leur permettre d'avoir un effet de levier vis-à-vis de nos banques partenaires. Ce qui est très très important, c'est l'accompagnement. L'accompagnement qui est mis en place avec un chef d'entreprise en activité la plupart du temps, qui va suivre le lauréat pendant à peu près 2 années. Une assistance pour concrétiser son projet. Avec ce dispositif, Long Liu a pu créer sa marque de souliers en mars et voit déjà plus loin. Notre rêve, c'était de faire des souliers à la main, faire des souliers à la main comme on faisait il y a plusieurs siècles. On compte grandir d'ici 3 à 5 ans, on compte grossir l'équipe et embaucher 3 à 5 personnes. Seul ombre au tableau, soulevé par la vice-présidente de la région et marraine de la promotion Alexandra Dublanche, encore trop peu de femmes font partie de l'aventure.
Sur tous les entrepreneurs qui sont accompagnés par des structures comme Réseau Entreprendre, il y a 39% de femmes. Nous, logiquement, on veut atteindre 50% de femmes. Et c'est l'objectif. Toutes ces structures, on les finance. On leur a dit maintenant, on vous met cet objectif 50%. Depuis ses débuts en 2011, Réseau Entreprendre Yvelines a permis de créer ou de sauvegarder 1400 emplois sur le territoire. On poursuit ce 7-8 l'hebdo avec cette information de la préfecture. Des migrants ont été évacués des campements du canal Saint-Martin et de la porte des Poissonniers à Paris ce lundi 4 juin. Parmi eux, 160 ont été accueillis dans les Yvelines, 65 personnes ont été installées à Louvciennes, 55 à Bonnel et 40 à Saint-Germain-en-Laye. Une situation temporaire avant un examen complet de leur situation. Depuis le début de la semaine, ils se mobilisent devant la gare de La Verrière. Les élus de la commune et du Ménil-Saint-Denis font signer une pétition. Leur revendication, la construction d'un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite du côté de La Verrière, de la gare. Des travaux qui ne figurent pas encore dans la rénovation du site, globale du site. Reportage. Plus de 600 signatures en 3 jours pour la pétition intitulée « Égalité d'accès à la gare de La Verrière ». Une égalité demandée par les élus de la commune et du Ménil-Saint-Denis. La construction des ascenseurs est déjà prévue du côté de Morpa et sur les 2 quais de la gare. Du côté de La Verrière, l'installation de cet équipement n'est pas assurée. Un investissement de plus d'1 million d'euros par ascenseur. Comme tout le monde est à peu près d'accord qu'il faut des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite, le problème il est financier. La SNCF, elle voit l'entretien qu'elle aura apporté au niveau des ascenseurs. Donc je peux comprendre, hein, mais en même temps, nous de ce côté-là, on a un vrai besoin. Le Ménil-Saint-Denis est aussi concerné. Selon la mairie, près de 3000 habitants de la commune sont susceptibles de fréquenter la gare de La Verrière. Des usagers qui viennent aussi de la vallée de Chevreuse. Prendre ce train, descendre avec une valise ou bien avec une poussette et des enfants, eh bien ça relève de l'exploit. Donc il est absolument anormal qu'aujourd'hui et à notre époque, faire une rénovation de gare sans prévoir la mise en accessibilité pour une grande partie de la population, puisque je pense que les flux de ce côté dépassent les 2/3 des usagers de la gare, tout simplement c'est pas normal. Selon Saint-Quentin-en-Yvelines, l'installation de cet ascenseur devrait être portée par la SNCF, une version que conteste l'entreprise ferroviaire en attente de nouvelles informations sur le financement. Ces travaux s'inscrivent dans la rénovation du pôle gare de La Verrière, un investissement global des collectivités de 16 millions d'euros, des travaux prévus entre 2019 et 2022. Restons à Saint-Quentin-en-Yvelines, une quarantaine de professionnels et d'associations étaient réunis cette semaine pour le premier salon de la santé et du bien-être organisé par l'agglomération, un événement mis en place avec l'aide de l'Institut de promotion de la santé. 500 personnes ont fait le déplacement à la ferme du Manet. Reportage. À Saint-Quentin-en-Yvelines, plus de 50% des médecins généralistes vont partir à la retraite dans les prochaines années. Pour pallier la désertification médicale sur son territoire, l'agglomération a signé son 2e contrat local de santé avec ses partenaires, notamment l'Agence régionale de santé et la préfecture des Yvelines. Travailler vraiment l'offre de soins, former des médecins, faire en sorte que les médecins, les jeunes médecins, les étudiants en médecine de l'université, qui puissent rester sur le territoire, qu'ils puissent exercer sur le territoire. Il y a une centaine de professionnels de santé qu'il va falloir faire venir sur le territoire dans les 5 à 7 ans à venir. Une signature qui se tenait à l'occasion du premier salon du bien-être organisé par l'agglomération. Une quarantaine d'exposants étaient présents à la ferme du Manet, comme cette maison des géants pour prévenir les risques domestiques ou cet atelier pour réaliser son propre dentifrice. L'argile, on va en mettre un petit peu et j'en mettais beaucoup. Argile blanche, bicarbonate de soude, quelques gouttes d'huile essentielle et un peu d'eau, des ingrédients naturels. On utilise tous au quotidien, que ce soit savon, shampoing, maquillage, dentifrice, voilà, c'est des produits qu'on utilise au quotidien. Et l'idée, c'est d'essayer de creuser un peu, on les utilise, mais qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'intérieur ? Développer la connaissance sur le domaine de la prévention pour les enfants, pour les sensibiliser à l'environnement et puis la santé, très important. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la plupart des maladies chroniques comme le diabète ou certains cancers seraient directement liées à nos modes de vie. Pour sa première édition, ce salon a attiré plus de 500 visiteurs.
Avant de refermer cette édition, je vous rappelle donc le blocage du dépôt de carburant à Coignères par les agriculteurs. Alors n'oubliez pas de faire le plein d'essence ce week-end. Et puis autre information, c'est jeudi prochain, les facteurs entameront leur grève illimitée pour protester contre une modification de leurs conditions de travail. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver en replay cette émission sur notre site internet ou sur l'application mobile TV78. Retour de l'information dans le 7-8 journal à 18h lundi. D'ici là, passez un excellent week-end.